Europe 1, 10h30, 11h30, on te la raconte. C'est l'histoire d'une terrible erreur judiciaire. L'histoire d'André Casse qui s'est retrouvé accusé du meurtre de sa femme alors qu'il n'y était pour rien. Oh, il ne manquait pas de défauts, André Casse. Il était flambeur, m'as-tu vu, infidèle, obsédé sexuel et partouzeur. Un gargantua du sexe. Mais il n'a pas tué sa femme. Cette histoire commence en avril 1992. Cette année-là, une chanson cartonne à la radio. Way up, 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 way up. La jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Europe 1, 10h30, 11h30, on te la raconte. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui, André Casse, a toutes les apparences de celui qui a réussi. Il est promoteur immobilier, il gagne bien sa vie, il a une belle maison, je dirais même une villa, vous voyez, qui se trouve à Anneville-en-Bourville, en Normandie, à 25 km de Rouen. Au-delà de l'argent, il a une belle femme, Sylviane, à l'élégance bourgeoise, et 4 enfants. Une fille, l'aînée Nathalie, qui a 21 ans et qui est mariée, et 3 garçons, Julien, 13 ans, Jérôme, 11 ans, et le petit dernier, Aurélien, 2 ans. Bref, en apparence, tout va bien dans la famille Casse, jusqu'au 5 avril 1992. C'est un dimanche, aux allures de printemps. Après le déjeuner, les Casse décident d'aller au cinéma, tous ensemble, pour aller voir Hook, avec Robin Williams et Julia Roberts, qui racontent l'histoire de Peter Pan. Enfin, tous ensemble, non. Sylvia, la mère, n'a pas très envie d'y aller. Allez maman, viens. Écoutez, allez-y sans moi, je vais rester à la maison, ça me fera du bien. On peut la comprendre, Sylviane. Elle a 4 enfants, elle a envie de souffler un peu, de se retrouver seule. André, Nathalie et les 3 petits derniers prennent donc la direction de Rouen, entassés dans la 205 de Laurent, le mari de Nathalie, qui les accompagne. Il est 15h30, jusqu'au cinéma de Rouen, ils en ont pour un quart d'heure de route maximum. La séance se passe bien, le film dans l'ensemble leur a plu. Un peu après 19h, ils prennent tous ensemble la route du retour, en se disant qu'évidemment, Sylviane a dû profiter de l'occasion pour leur mitonner un bon petit repas. À 19h30, la Peugeot 205 franchit le portail de la maison des Casse. Tout de suite, André et les enfants se rendent compte que quelque chose ne va pas. La voiture de Sylviane n'est pas là. C'est pas normal. Où voulez-vous qu'elle soit allée? Un dimanche après-midi. Quand ils entrent dans la maison, le désordre est hallucinant. Le salon a été retourné et sur la table on aperçoit le sac à main de Sylviane qui est renversé. Tout son contenu est sur la table. Imaginez l'effroi de la famille à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Sylviane? Où est leur mère? C'est Jérôme, 11 ans, qui grimpe le premier à l'étage. Maman, t'es où? Et c'est lui, Jérôme, qui le premier voit sa mère étendue sur le sol de sa chambre. Elle a la bouche et les yeux grands ouverts, du sang sur la poitrine. Elle ne bouge plus. Elle est morte. Le cordon du téléphone est enroulé autour de son cou. Quand il comprend, Jérôme pousse un hurlement. Imaginez, il n'a que 11 ans. Le reste de la famille qui était restée au rez-de-chaussée déboule dans la chambre. En découvrant la scène, ils sont terrifiés, décomposés, pétrifiés. C'est Nathalie qui se décide à appeler sa belle-mère en lui demandant d'appeler les gendarmes. Les gendarmes arrivent très vite, avec le maire et le médecin du village. Les enfants sont mis à l'écart et on prend
procède aux premières constatations. Il y a beaucoup de sang. Sur la poitrine, on compte 3 impacts de balles. Autour du cou, il y a donc le cordon du téléphone, ce qui suggère qu'elle a été aussi étranglée. Elle est pieds nus, vêtue d'un jogging, et à y regarder de plus près, elle a aussi une grosse plaie à la tête. Ensuite, les gendarmes font le tour de la maison. Il y a des traces de sang dans l'escalier qui mène à la cave. Tout ça fait penser à un cambriolage qui aurait mal tourné. Les cambrioleurs ont peut-être pensé qu'elle était partie au cinéma, elle aussi. Ils ont été surpris de la trouver là. Et au vu de la scène de crime, on peut commencer à tracer un scénario. Sylviane a été d'abord poussée dans l'escalier. Le légiste dira plus tard que c'est en tombant qu'elle a perdu connaissance. Ensuite, elle a été tuée avec une Winchester 22 long rifle. On la retrouve cette arme, c'est une arme de famille. D'habitude, elle est planquée en hauteur, sur une étagère. Il y a d'ailleurs 2 impacts de balles sur un mur. Et il manque des tableaux, ici et là. Et puis, les bijoux de Sylviane, sa boîte à bijoux a disparu. Rien qui ait une très grande valeur, en vérité. Mais ça confirme la piste du cambriolage qui aurait mal tourné. Et la voiture de Sylviane, ça ils l'ont vu en arrivant. La voiture a disparu. Christophe Ondelatte Revient dans un instant sur Europe 1. Cette voiture, on va la retrouver le soir même dans une cité de la banlieue de Rouen, sans une goutte d'essence, mais avec à l'intérieur les bijoux et 2 tableaux. Ça, en revanche, c'est un problème. Un cambrioleur qui abandonne son butin, c'est pas banal. Plusieurs personnes du quartier déclarent avoir vu le conducteur de la voiture s'enfuir à pied. Ils sont capables de le décrire, ce qui permet de dresser un portrait robot. Il est brun, il est mince, il a des lunettes. Avec ce dessin, ils font le tour de la cité. Et c'est à cette occasion qu'ils apprennent qu'un voyou, qu'ils connaissent bien, un petit receleur, traîne dans le coin depuis quelque temps. Mieux, le frère de ce receleur connaît bien André Casse, le mari. Ils ont fait du sport ensemble, du judo. C'était il y a quelques années, mais, renseignement pris, ils se connaissaient tellement bien qu'il lui est arrivé de dîner chez les Casse. Le frère de ce voyou connaissait donc Sylviane, la victime. Et ça, c'est une piste. Une vraie piste. Il ne faut pas traîner pour la suivre, cette piste. Les gendarmes obtiennent tout de suite un mandat pour perquisitionner le domicile du receleur. Et la pêche, ma foi, n'est pas mauvaise. Ils trouvent des bijoux qui les font tiquer, et notamment une bague, qui pourrait être l'une des bagues de Sylviane. On la montre à Nathalie, l'aînée. Elle la reconnaît formellement. Ensuite, on organise un tapissage, c'est-à-dire qu'on place le suspect derrière une vitre sans teint, au milieu de policiers qui ont à peu près le même gabarit. Et on fait défiler les témoins, ceux qui ont vu l'homme s'échapper de la voiture. Tous disent qu'il pourrait correspondre. Il pourrait. En vérité, ils ne sont pas plus formés que ça. L'homme, lui, nie farouchement. Je n'ai pas cambriolé la villa et j'ai encore moins tué Sylviane. Mais le juge d'instruction qui vient d'être désigné pense qu'il tient son coupable. Alors il le met en examen pour complicité de meurtre. Il est prudent, quand même. Pour l'instant, il n'a pas la preuve que c'est l'assassin, alors va pour complicité. L'homme est écroué.
l'histoire, on peut penser que c'est fini. Et c'est allé vite. L'assassin est en prison. Voilà une enquête bien ficelée. Sauf que 6 mois plus tard, le suspect, qui depuis le début dit « c'est pas moi », le suspect produit une facture pour la bague. La bague que Nathalie prétendait être celle de sa mère. Il ne l'a pas volée, il l'a achetée en Algérie. C'est un coup dur pour le juge et pour les gendarmes. Ils ont fait fausse piste. Et ce faisant, ils ont perdu du temps. Et maintenant, il faut tout reprendre à zéro. Alors ils vont exploiter une piste que jusqu'ici ils avaient négligée. Quand un coupable vous tombe tout cru dans le bec, voyez-vous, il n'y a aucune raison de faire du zèle. Mais là, maintenant qu'ils n'ont plus rien, il est peut-être temps de s'y coller. Cette piste, c'est la piste du mari, André. Parce que quand on gratte dans la vie d'André, on en trouve des choses bizarres. Ça, pour en trouver, on en trouve. Sacré coco que c'est André. D'abord, les gendarmes découvrent que quand André a rencontré Sylviane, il était l'amant de sa mère. Il avait 17 ans et elle, 20 ans de plus. C'est après la mère qu'il a fréquenté la fille. Quand je vous disais que c'était un sacré numéro. À l'époque, il faisait surtout du judo et jouait le videur dans les bals du samedi soir. 2 ans plus tard, naît leur premier enfant, Nathalie. Ensuite, en 73, ils se marient et c'est à ce moment-là qu'André Casse se lance dans l'immobilier. Avec succès, c'est un très bon vendeur. Ça marche bien. Il gagne beaucoup d'argent. On parle d'1 million de francs par an. 150 000 euros. À l'époque, ça fait de l'oseille. Il en gagne, mais il en dépense aussi beaucoup. C'est un flambeur. C'est comme ça qu'il achète cette maison un peu tape à l'œil à Anneville en Bourville. À l'époque, autant vous dire que l'installation de ce couple de parvenus a fait un peu jaser dans le village. Une maison de 700 mètres carrés. Vous vous rendez compte? 700 mètres carrés. Autant dire un château. Nathalie, la fille, expliquera que ce goût pour le claquant lui vient de son enfance de juif marocain. Poi, 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 poi. Mais au début des années 90, les affaires d'André Casse se dégradent. Dans l'immobilier, ça peut aller très vite. André dépose le bilan. Il n'a plus de revenus et en tant que travailleur indépendant, il n'a pas droit au chômage. Et cette fichue maison lui coûte un bras tous les mois. 30 000 francs de remboursement de crédit et au moins 20 000 francs tous les mois d'entretien. 50 000 francs au total à sortir tous les débuts de mois, rien que pour la maison. C'est Viviane qui a monté une galerie d'art et une agence immobilière pour l'aider, mais elle aussi a fait de mauvais investissements, elle est très endettée, elle a été obligée de licencier une partie de son personnel. Bref, au début des années 90, au moment où Sylviane est assassinée, la famille Casse est sur la paille. C'est comme ça que va naître la rumeur. André Casse a tué sa femme pour toucher son assurance vie. Europe 10h30, 11h30, on de la raconte. Et André Casse va leur donner le bâton pour se faire battre. Car après la mort de sa femme, il ne va pas porter le deuil bien longtemps. Et ça fait jaser dans le village. Et ça va attirer l'attention sur lui et le faire passer pour un homme de peu de morale. Ce qu'il est sans doute, mais qui ne fait pas de lui un assassin. D'abord, il ne va jamais au cimetière. Bon, chacun gère son deuil comme il peut, comme il veut. Mais lui, il n'y va pas. Et ça fait causer. Bah dis donc, le père Casse, il a vite fait son deuil. En plus, il paraît qu'il s'en passe des drôles chez lui depuis la mort de sa femme. Il paraît que c'est olé olé. Vous êtes pas au courant? Il a une nouvelle femme, une Brigitte. Il paraît que c'était sa maîtresse et que maintenant il s'est mis en ménage avec elle. Il y en a qui se gênent pas. Quand même, il aurait pu attendre un peu.
André Cassis, il est temps de le dire, et les gendarmes l'apprennent vite. C'est un ogre sur le plan sexuel. C'est un vorace. Il n'en a jamais assez. Et depuis toujours, en plus de sa femme, il collectionne les maîtresses. Et parfois, avec sa femme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon, c'est un libertin, c'est un partouzeur, c'est un échangiste. Et Sylviane était parfaitement au courant. Et elle n'était pas contre. Elle aurait dit un jour à sa fille Nathalie, « Je préfère être à 50% sur une bonne affaire qu'à 100% sur une mauvaise. » Autrement dit, Sylviane préférait partager André que de vivre sans lui. Sa mère, qui elle-même avait goûté à l'animal, racontera que Sylviane ne pouvait plus subvenir seule à ses appétits sexuels. Heureusement qu'il y en avait d'autres. Elle n'en pouvait plus. Certains week-ends, André se jetait sur sa femme à 18h et entendait s'amuser en continu jusqu'au dimanche soir. Alors heureusement qu'il y avait les maîtresses. Sinon, c'est d'épuisement que Sylviane serait morte. À ce moment de l'histoire, on a donc un veuf joyeux, addict au sexe, partouzeur et fauché. On peut comprendre que l'enquête se soit concentrée sur lui. Plus tard, André Casse dira « Je ne pouvais pas avoir une attitude conforme à la morale après sa mort, puisque je n'ai jamais eu d'attitude conforme à la morale avant sa mort. » C'est QFT. André s'est donc installé avec Brigitte, l'une de ses maîtresses, dans la maison qu'il occupait avec Sylviane. Il fallait bien quelqu'un pour épancher son appétit insatiable pour le sexe, et aussi pour s'occuper des enfants. Ah, c'est pas moral, mais c'est pratique. Pas très moral non plus au moment où, quelques mois après la mort de Sylviane, André Casse se met en tête de trouver une nouvelle femme qui lui ressemblerait trait pour trait. Oui, il cherche un sosie. Quand je vous disais que c'était un sacré numéro. Et pour ça, il crée une agence matrimoniale franco-russe. Il n'a peur de rien. Il est décidé à épancher tous ses fantasmes. Appelez-le comme vous voulez, c'est un gros cochon, c'est un gros dégueulasse, c'est un obsédé sexuel. Oui, il est dégoûtant, mais ça n'en fait pas un assassin. Et pourtant, à ce moment de l'enquête, il est le suspect numéro 1. Il faut dire que l'enquête est maintenant conduite par la police, la PJ de Rouen. Et pourquoi donc? Eh bien parce que c'est la police qui a livré au juge d'instruction un témoignage capital. Celui d'un dealer qui vient de se faire arrêter. Il est incarcéré dans le nord de la France. Et pour tenter de se mettre les flics dans la poche, il leur a dit qu'il avait des révélations à faire dans une affaire criminelle survenue à Rouen. Il leur a raconté qu'un de ses amis lui avait parlé un an plus tôt d'un projet d'assassinat, le meurtre d'une femme commandité par son mari, un riche notable de Rouen. Il n'a pas donné de nom au policier. Il est quand même pas une balance. Il se débrouille. Et il se débrouille. 3 semaines plus tard, ils arrêtent un toxico qui leur raconte qu'effectivement, il a été contacté 1 an plus tôt pour exécuter un contrat. Un mari qui voulait faire tuer sa femme pour hériter. Le 8 novembre 1993, André Casse est arrêté. Christophe Ondelatte,
revient dans un instant sur Europe 1. Le 8 novembre 93, André Casse est donc arrêté, placé en garde à vue et emmené chez lui pour une perquisition dans les règles. Perquisition marquée par un épisode assez croquignolesque. André Casse considère que la journée sans doute va être longue. Il demande au policier qui l'accompagne s'il peut se faire manger, puisqu'il est chez lui. « Hein, je peux manger, puisque je suis chez moi ?» Les policiers un peu désarmés lui répondent « Ben oui ». Et voilà que pendant qu'il fouille la villa à la recherche d'indices, André Casse se fait griller 2 steaks accompagnés d'une petite salade. Ce garçon est inconséquent. Ensuite, il est conduit à l'hôtel de police et ses enfants avec lui. C'est là qu'un peu interloqué, il découvre en détail la vie sexuelle débridée de leur père. Le but est de les faire craquer. Mais c'est l'inverse qui se passe. Ils prennent vigoureusement sa défense. Il n'a pas pu tuer notre mère puisqu'il était au cinéma avec nous. Il n'a pas non plus commandité le meurtre puisque ça s'est décidé au dernier moment et qu'il a beaucoup insisté pour que maman vienne. C'est elle qui n'a pas voulu. N'empêche qu'après 48 heures de garde à vue, André Casse est mis en examen pour complicité de meurtre et écroué à la prison de Rouen. Il y rejoint ses 2 complices présumés, les 2 hommes auxquels il aurait demandé de tuer Sylviane. Et voilà que maintenant, la mère de Sylviane, belle-mère, ancienne maîtresse de Casse, vient raconter des choses qu'elle avait oublié de dire jusqu'ici. Ça n'allait pas si bien que ça dans le couple, au point qu'un jour, André aurait dit à sa femme « Ça serait bien que tu te tues, ça m'arrangerait financièrement. » Et que depuis, elle avait peur. Elle aurait même dit à sa mère « S'il m'arrive quelque chose, débrouille-toi pour qu'il ne s'en sorte pas. » C'est très troublant. Alors l'argent. Combien a-t-il touché à la mort de sa femme ? 420 000 €. Ah, ça nous fait un sacré mobile, ça. 420 000 €. De quoi éponger quelques dettes. Le problème, c'est que c'est une erreur. Il n'aurait pas dû toucher cette somme, car la dernière fois que le couple avait emprunté de l'argent à la banque, le crédit foncier, pour éponger les dettes, la banque avait exigé d'être désignée comme bénéficiaire de l'assurance vie. Elle avait signé un accord donnant-donnant. Et ça, André Casse le savait. Il savait qu'il n'avait rien à attendre de l'assurance vie, que la banque allait tout prendre et qu'il n'aurait rien. Cet argent qu'on lui a viré sur son compte, c'est une erreur. Il le sait, il sait qu'il va devoir rembourser. L'argent n'est pas un mobile. Mais pendant ce temps-là, les policiers ont accumulé des témoignages accablants contre Casse. Des employés de maison racontent des scènes de ménage violentes. Nathalie aurait dit un jour « Papa a voulu tuer maman ». Une ex-maîtresse, amie de Sylviane, raconte que Sylviane était terrorisée par son mari qui lui aurait demandé de se suicider en jetant sa voiture contre un arbre. Un de ses vieux copains vient raconter qu'André, un jour, lui a dit « Et toi, si tu voulais tuer ta femme, tu ferais comment ?» Ça fait beaucoup tout ça. Et ce sont les experts psychologues qui vont offrir à André Casse sa première victoire. Et croyez-moi, ça n'est pas courant. Dans leur rapport au juge d'instruction, ces experts, qui ont rencontré longuement André Casse en prison, écrivent qu'il y a une incongruité entre le désir de vie d'André Casse et tout acte mortifère. Un tel personnage, ce sont eux qui l'écrivent, un tel personnage ne peut ni tuer, ni faire tuer quelqu'un. Rendez-vous compte, les psychologues affirment que Casse ne peut pas être l'assassin, ni même le commanditaire de l'assassinat de sa femme. Que ça n'est pas dans sa nature, que ça n'est pas dans son caractère. Ils sont courageux, ces experts. Le juge en tout cas est complètement secoué par cette expertise, et il décide d'organiser une confrontation dans son bureau entre Casse et chacun de ses accusateurs. 3 ans après le meurtre de Sylviane, ça va tourner à l'avantage de Casse. Le premier se met à table tout de suite. Bon, il avoue, il a menti.
Il a inventé toute cette histoire pour se faire bien voir par les flics, au moment où on voulait l'impliquer dans un trafic de drogue. Ils m'ont dit qu'il y avait un moyen de s'arranger si je donnais des informations. J'ai alors dit ce qui me passait par la tête en pensant à ce que j'avais entendu dans les bars sur cette affaire. Le deuxième dénonciateur, lui aussi, fait volte-face. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai signé, c'est les inspecteurs qui me l'ont fait dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du fiasco pour le juge d'instruction. Pour la deuxième fois dans cette affaire, son dossier est vide. Rien. Nada. Walou. André Casse est donc libéré. Mais le procureur, qui est un têtu, fait appel de cette décision. Et il obtient gain de cause. Casse retourne à l'ombre. Et avec lui les deux oiseaux qui l'avaient dénoncé à tort. Provocateur en diable, André Casse n'attend même pas qu'on vienne le chercher chez lui. Il va directement à la prison dès qu'il apprend la nouvelle. On lui explique que c'est trop tôt, qu'on verra demain. Rentrez chez vous. C'est absolument lunaire, et c'est ce qu'il cherchait. En mai 1996, le juge clôt son dossier et décide de renvoyer André Casse devant la cour d'assises, avec ses complices présumés. Mais c'est pas fini. Un nouveau procureur vient d'arriver. Il se plonge dans le dossier et en conclut, au bout d'une heure, je dis bien au bout d'une heure, que son prédécesseur a fait fausse route. Il demande maintenant au juge de prononcer un non-lieu. Vous avez l'impression qu'on marche sur la tête ? On marche sur la tête. Le 16 octobre 1996, ça fait 3 ans qu'il est en prison, et André Casse reçoit une visite dans sa cellule. Il est 21h, et un surveillant lui lance « Casse, pactage ». Pactage, dans le monde de la prison, ça veut dire « fais tes valises ». Et idem pour les deux complices. Et voilà donc André Casse dehors. Il vient de passer 3 ans en prison pour des prunes. Mais alors, qui a tué Sylviane ? Qui a tué Sylviane Casse ? Christophe Ondelatte revient dans un instant sur Europe 1. En tout cas, ce ne sont pas les policiers de la PJ de Rouen qui vont nous le dire. Après le pataquès qui a amené par erreur André en prison pendant 3 ans, l'affaire retourne dans les mains de la gendarmerie. Et pour la 3e fois, on reprend tout à zéro. Les gendarmes vont faire ce qui aurait dû être fait depuis le début. Une enquête de base, le b.a.-ba. Par exemple, les 2 balles logées dans un des murs de la maison, elles n'ont pas bougé. Personne n'a jamais songé à les faire expertiser. On va le faire, même si au final ça n'avance pas à grand-chose. On pourrait aussi s'intéresser aux empreintes digitales retrouvées dans la maison. Il serait peut-être temps. Mais impossible de les comparer aux empreintes de Sylviane. Personne n'a pensé à les relever au moment de l'autopsie. Joli travail. On pourrait aussi explorer enfin une piste qui a été complètement négligée jusqu'ici. Après le meurtre, les enfants avaient raconté, sur procès-verbal, que 2 semaines avant, un vendeur de lithographie avait sonné à la porte. C'est Jérôme qui a raconté ça. Le vendeur était bizarre. Il avait parlé des chiens, de l'alarme, de la sécurité de la villa. Et si on le recherchait, ce vendeur bizarre, ça serait pas illégitime. Ça tombe bien, il vient d'être arrêté à Paris. Il est en prison. Et vous savez de quoi il est accusé ? De faire du porte-à-porte dans le seul but de cambrioler des maisons. Mais ça colle. D'autant qu'on apprend que le bonhomme a un jour agressé une femme seule chez elle et l'a traînée dans l'escalier. Il serait peut-être temps de le faire venir à Rouen, ce vendeur de lithographie. Le juge le fait amener dans son bureau. Sur ce bureau, il y a le portrait robot établi au tout début de l'enquête. Le vendeur voit le dessin et dit « Déjà, c'est trop abusé, on dirait que c'est moi. » Le gars ressemble comme 2 gouttes d'eau au portrait robot. Seulement voilà, trop de temps s'est écoulé. Le juge n'arrivera jamais à réunir suffisamment d'éléments contre lui pour le mettre en examen. Ni lui, ni d'ailleurs
personne d'autre. C'est trop tard. En 2004, 12 ans après les faits, il prononce un non-lieu général, ce qui est une décision raisonnable. André, lui, devrait se réjouir de sortir de ces années d'enfer. Le problème, c'est que pendant toutes ces années, et notamment les 3 années passées en prison, il a tout perdu. Tout. Sa maison et tout ce qu'il y avait dedans. Tout a été vendu à la demande des banques. Il fallait bien rembourser les crédits, éponger les nombreuses dettes. Il n'a plus rien. Il est à poil. Alors il va se tourner vers l'État français pour être indemnisé. Ça va lui prendre 3 ans de plus, jusqu'à ce que finalement, en 2007, l'État consente à lui verser la somme astronomique de 103 000 euros. André Casse a passé 3 ans en détention provisoire pour l'assassinat de sa femme. Il a finalement bénéficié d'un non-lieu et aujourd'hui il connaît le montant de son indemnisation. 103 000 euros, 5 fois moins que ce qu'avait requis le parquet général, encore beaucoup moins que les 5 millions qu'il réclamait pour son préjudice moral et économique. Il faut dire qu'à l'époque c'était un grand promoteur immobilier et qu'il a tout perdu. Écoutez André Casse. C'est plutôt assez révoltant que de voir l'œuvre d'une vie détruite et qu'on se dise, nous les magistrats, on n'est pas responsables. Je réclamais simplement la possibilité de retrouver ce que j'avais. Quand on m'arrête, je suis assis dans un fauteuil, ce fauteuil dans une maison de 700 mètres carrés, j'ai une trentaine de maisons, je demandais simplement à retrouver ce que j'avais. Manifestement, on m'explique que c'est pas parce que j'étais en prison que j'ai dû vendre mes biens, et on se rend compte que lorsqu'on n'a pas la chance d'avoir une monétisation intense, comme celle de mes amis Loutreau, on a peu de chance de voir débarquer un Premier ministre ou un président de la République, on a peu de chance donc d'être indemnisé. On continue le combat et on attaque maintenant l'État pour faute lourde parce qu'il y a des magistrats qui ont commis des fautes et ceux de la commission ont voulu les protéger parce qu'au fond, me donner une indemnisation maximum, c'était reconnaître une faute maximum. On est toujours jugé par des juges et c'est une grande difficulté parce que quand la justice se juge elle-même, comment voulez-vous que le citoyen puisse croire à une égalité ou une chance quelconque? C'est une utopie. André Casse avec Fabienne Lemoyle et aujourd'hui il ne sait toujours pas qui a tué sa femme il y a maintenant 15 ans. Ce sera donc 103 000 euros. Au revoir monsieur, bien le bonjour chez vous. André Casse doit donc recommencer à zéro. Christophe Ondelatte revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Ondelatte raconte. Je vous ai raconté ce matin comment André Casse a finalement été lavé de tout soupçon concernant le meurtre de sa femme. Et comment en 2007, il a été indemnisé par l'État français, 103 000 euros, en compensation des 3 années de prison et de tout ce qu'il a perdu. Et il a tout perdu. Dans les années qui suivent, bien sûr, il va vouloir se refaire. Il est comme ça, notre André. C'est comme ça qu'un jour, il achète un terrain à Arras, dans le Pas-de-Calais. Il veut y bâtir un éco-quartier. Il commence à le commercialiser, il encaisse quelques chèques et se retrouve incapable de finir le chantier. Et hop, une mise en examen, la guigne. Dans la nouvelle vie d'André Casse, on retiendra surtout un événement qui date de 2011 et qui se déroule à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, où il habite désormais. Un dimanche après-midi, un cambrioleur a l'outrecuidance de s'introduire dans sa maison en sa présence. Un cambrioleur, un dimanche après-midi. André Casse, qui prudent n'a plus d'armes à feu chez lui, va lui régler son compte au sabre. Et il le blesse, au point d'être placé en garde à vue. La guigne, quand je vous dis la guigne, il n'y aura pas de suite. À sa sortie du commissariat, André Casse déclare « Je finis par donner raison à Juliette Gréco. Je hais les dimanches. » C'était Ondelatte raconte.